La reine s'est réveillée. Une vengeance de classe. Il croyait que Clara Ruiz était chez elle, en train de pleurer. En réalité, elle achetait une robe à 10 000 € et engageait le meilleur détective privé de Madrid. La jeune femme en rouge écarlate, accrochée au bras d'Arturo Benavides au Club Impérial, ignorait 3 choses cruciales. Premièrement, que Clara avait tout orchestré pour qu'elle soit là ce soir-là. Deuxièmement, que la clé USB dans le sac de Clara contenait des photos de Laura avec 2 autres hommes mariés au cours des 6 derniers mois. Et troisièmement, et le plus important, que dans 30 minutes, Laura quitterait ce gala en pleurant comme une enfant, tandis que Clara deviendrait la légende que la haute société madrilène raconterait pendant les 50 prochaines années. Arturo pensait qu'il échangeait une épouse ennuyeuse contre une poupée gonflable de luxe. Laura croyait qu'elle était en train de conquérir un prince charmant. Aucun des deux n'imaginait qu'il venait de réveiller une reine. Et les reines ne pardonnent pas. Elles détruisent avec style le théâtre de l'hypocrisie. La nuit de novembre au Club Impérial était imprégnée d'ostentation et de fausseté. Des lustres de cristal de baccarat projetaient une lumière dorée sur le salon principal, où la fine fleur de la société madrilène s'était réunie pour le traditionnel gala de bienfaisance de la Fondation Esperanza. La climatisation maintenait l'ambiance à une température parfaite, en contraste frappant avec la chaleur étouffante de l'hypocrisie qui flottait parmi les invités. Arturo Benavides ajusta le poignet de sa chemise de soie italienne pour la 3e fois en 5 minutes. À 38 ans, l'entrepreneur immobilier avait bâti un empire qui lui garantissait une présence constante dans les chroniques de la presse mondaine. Mais ce soir-là, il se sentait exceptionnellement anxieux. Non pas à cause de l'importance de l'événement. Après tout, il avait assisté à des dizaines de galas similaires, mais à cause de la compagnie qu'il avait choisi d'amener. Laura Campos se glissait dans le salon, comme si elle en était la propriétaire. À 29 ans, la jeune femme affichait une beauté plus percutante qu'artificielle, avec des cheveux blonds platine tombant en vagues parfaites sur ses épaules dénudées, rehaussées par la robe rouge écarlate de Valentino, qu'Arturo lui avait acheté spécialement pour l'occasion. Le décolleté généreux et le tissu qui épousait chacune de ses courbes ne passaient inaperçus ni au regard masculin, ni aux commentaires chuchotés des dames de la société. « Arturo, mon cher !» La voix aiguë de la marquise de Villalobos coupa l'air comme un rasoir. « Quelle surprise de te voir ici, et en compagnie. » Ses yeux balayèrent Laura de haut en bas, une analyse prédatrice déguisée en courtoisie sociale. « Marquise, c'est toujours un plaisir. » Arturo força un sourire tout en sentant la sueur se former sur son front. « Elle est Laura Campos, ma consultante spéciale. » Laura rit, un son cristallin qui résonna dans le salon. « Consultante, que tu es modeste, mon amour. » Ses ongles rouges s'encaressèrent possessivement le bras d'Arturo. « Nous sommes bien plus intimes, n'est-ce pas? » La gêne d'Arturo était palpable, mais Laura semblait s'alimenter de la situation. Elle avait passé des mois à planifier ce moment, la nuit où elle serait enfin présentée à la société comme la nouvelle femme d'Arturo Benavides. Dans son esprit jeune et ambitieux, c'était son couronnement officiel. L'épouse légitime, Clara, était devenue une figure fantomatique dans leur conversation, une femme qui préférait la discrétion au projecteur. Et cela, pour Laura, était un signe de faiblesse. « Et où est Madame Benavides ?» La question de la marquise fut formulée avec la précision chirurgicale de celle qui sait exactement où fouiller pour causer de la douleur. Je ne l'ai pas vue à un événement mondain depuis longtemps. Arturo déglutit difficilement. Clara a été occupée par des projets personnels. Quel dommage, murmura la marquise, bien que son ton suggérât le contraire.
C'est une femme tellement élégante. Elle a toujours su se comporter avec classe. Le mot « classe » resta suspendu dans l'air comme une sentence de mort. Laura fut piquée par l'irritation. Pourquoi tout le monde continuait-il à la comparer à cette femme décolorée? Arturo lui avait dit que Clara était ennuyeuse. Terne, une épouse qui se contentait de rester à la maison, à lire des livres au lieu de l'accompagner à des événements importants. Pour Laura, cela prouvait seulement que certaines femmes étaient nées pour briller, tandis que d'autres pour disparaître. « Arturo, j'ai besoin de te parler du projet Marina », interrompit Ricardo Adams, l'un des associés minoritaires de l'entreprise. Le soulagement sur le visage d'Arturo fut instantané. Alors que les hommes s'éloignaient pour parler affaires, Laura resta seule au centre du salon, se sentant une reine sur son trône. Les flashs des photographes mondains la trouvaient constamment, et elle savait que ses photos feraient la une des magazines People la semaine suivante. La nouvelle passion d'Arturo Benavides, l'entrepreneur bien accompagné, elle pouvait déjà imaginer les gros titres. Le champagne pétillant coulait généreusement parmi les invités, et Laura ne se retint pas. À chaque gorgée, elle se sentait plus sûre, plus en contrôle de la situation. Elle s'approcha d'un groupe de mondaines qu'elle connaissait superficiellement des salons de beauté et des gymnases des quartiers les plus riches de la ville. « Laura, quelle robe éblouissante !» commenta Patricia de la Fuente, la femme d'un juge. « Valentino, un cadeau d'Arturo », répondit Laura, s'assurant de souligner l'intimité. « Il a un goût tellement raffiné pour choisir les vêtements de femme. » Les femmes échangèrent des regards complices. Toutes savaient ce que cela signifiait. Arturo Benavides exhibait publiquement son amante, un comportement qui, bien que non rare dans ces cercles, causait encore du remous lorsqu'il était fait de manière aussi effrontée. « Et comment t'adaptes-tu à ta nouvelle position ?» La question de Patricia avait un double sens, et elles rirent toutes discrètement. « Parfaitement, » répondit Laura, levant le menton. « En fait, je me suis toujours sentie plus à l'aise dans cet environnement que certaines personnes qui s'isolent à la maison. » Le commentaire malveillant sur Clara ne passa pas inaperçu. Les femmes présentes connaissaient bien le code non écrit de la haute société. Lorsqu'une épouse cessait d'apparaître aux événements, cela signifiait généralement qu'elle avait perdu la bataille face à une rivale plus jeune et plus ambitieuse. À l'autre bout du salon, Arturo essayait de se concentrer sur la conversation d'affaires, mais ses yeux se dirigeaient constamment vers Laura. Une partie de lui était fière d'être avec une femme si jeune et attrayante. C'était une confirmation de sa virilité et de son succès. Une autre partie, cependant, commençait à douter de la sagesse d'exposer aussi ouvertement sa relation extra-conjugale. « Elle est jolie », commenta Ricardo, suivant le regard d'Arturo. « Mais tu ne trouves pas qu'il est risqué d'amener l'ami à un événement d'une telle ampleur? » « Laura n'est pas juste une amie », répliqua Arturo, plus sur la défensive qu'il ne l'aurait voulu. « Nous avons une relation sérieuse. »« Sérieuse ?» Ricardo leva un sourcil. « Et ta femme est au courant? » Arturo détourna le regard. Clara le savait, bien sûr. Comment ne le saurait-elle pas? Les rumeurs avaient été effrénées pendant des mois, et il ne se donnait même pas la peine d'être discret. Mais Clara, fidèle à sa nature réservée, n'avait fait ni scène ni menace. Elle s'était simplement retirée encore plus, ce qu'Arturo avait interprété comme une acceptation tacite de la nouvelle situation. « Clara comprend que notre mariage a évolué vers quelque chose de différent, » murmura-t-il, buvant son whisky écossais. En vérité, Arturo avait épousé Clara Ruiz 15 ans auparavant, pour des raisons pratiques. Elle venait d'une famille traditionnelle, avec des connexions importantes dans la magistrature et la politique, des connexions qui étaient cruciales pour la croissance de ses affaires. Clara était intelligente, cultivée, une épouse parfaite sur le papier. Mais au fil des ans,
Arturo avait commencé à la considérer comme faisant partie du mobilier. Toujours présente, toujours fiable, mais sans l'éclat et l'excitation qu'il avait commencé à chercher ailleurs. Laura représentait tout ce que son épouse n'était pas. Spontanée, sensuelle, impressionnable. Quand il l'avait rencontrée lors d'une fête d'un cabinet d'avocats où elle travaillait comme réceptionniste, il fut immédiatement attiré par sa jeunesse et sa soif de grimper socialement. Il était facile de l'impressionner avec des dîners coûteux et des cadeaux luxueux. Il était facile d'être le héros dans la vie de quelqu'un qui venait d'un appartement de 2 pièces dans un quartier modeste. « Arturo !» La voix de Laura le ramena au présent. Elle s'approchait avec un sourire radieux, suivi d'un homme plus jeune qu'il reconnut comme Julian Figuera, l'héritier d'une des plus grandes fortunes du pays. « Julian me parlait de la nouvelle collection d'art qu'il a récemment acquise, » dit Laura, les yeux brillants d'intérêt. « Picasso, Van Gogh, c'est fascinant. » Arturo ressentit une pointe d'irritation. Laura flirtait de manière flagrante, et Julian, connu pour sa réputation de coureur de jupons, semblait disposé à lui répondre. Il était humiliant d'avoir à rivaliser pour l'attention de sa propre maîtresse en public. « Laura, nous devons aller parler aux organisateurs de l'événement, » interrompit-il, la prenant par le bras. « Mais Arturo, Julian m'invitait à voir sa galerie privée, » protesta-t-elle, faisant la moue. « Une autre fois, » répondit sèchement Arturo, l'éloignant du jeune héritier. Alors qu'il marchait dans le salon, Laura lui murmura à l'oreille. « Tu n'as pas à être jaloux, mon amour. Tu sais que tu es le seul homme dans ma vie. » Les mots étaient censés le rassurer, mais Arturo ressentit une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Laura ce soir-là. Une confiance excessive, une présomption que sa place était garantie. Cela l'agaçait profondément. Près de la table principale, où se trouvaient les organisateurs de l'événement et quelques politiciens importants, Arturo repéra Carlos Galvan, un journaliste influent de la presse mondaine. L'homme les observait avec un intérêt évident, rédigeant déjà mentalement la note qui paraîtrait dans sa chronique le lendemain. « Arturo Benavides, ça fait un moment. » Carlos s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quel honneur! Et cette charmante jeune femme doit être Madame Benavides? » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Arturo sentit son visage rougir, tandis que Laura, loin d'être gênée, sourit encore plus. « Pas encore, » répondit-elle avec un petit rire. « Mais qui sait? Peut-être bientôt. » L'insinuation était très claire. Laura ne se contentait pas d'être l'amante. Elle avait de plus grands projets et les annonçait à l'un des commères les plus dangereux de la ville. « Carlos, je te présente Laura Campos. » Arturo força un rire nerveux. « Carlos, Laura est l'une des journalistes les plus respectées de la ville. »« C'est un grand plaisir, » dit Carlos, embrassant la main de Laura avec une galanterie exagérée. « J'imagine que nous aurons beaucoup à nous dire dans les temps à venir. » La menace voilée ne passa pas inaperçue pour Arturo. Carlos Galvan avait le pouvoir de construire ou de détruire des réputations avec une seule chronique. S'il décidait de transformer la situation en scandale, les conséquences pourraient être dévastatrices, non seulement pour son image publique, mais pour ses affaires. Pendant qu'il parlait, le salon continua de se remplir. Des politiciens influents saluaient des entrepreneurs. Des mondaines exhibaient leurs derniers bijoux et acquisitions de haute couture. Et l'orchestre jouait des valses classiques qui créaient une bande-son parfaite pour ce théâtre des apparences. Laura était dans son élément. Elle saluait des connaissances, posait pour des photos, saluait des personnes importantes comme si elle était, en fait, Madame Benavides. Chaque geste était calculé pour solidifier sa position, pour faire comprendre qu'elle n'était pas juste une aventure passagère, mais la nouvelle réalité dans la vie d'Arturo. Mais au fond de son esprit ambitieux, Laura ne pouvait pas ignorer complètement
les chuchotements qu'elle entendait en passant. Où est Clara Ruiz? Quelle honte! Pauvre Clara, elle a toujours été une femme si distinguée. Pourquoi tout le monde insistait-il pour parler de cette femme? Laura ne l'avait jamais rencontrée personnellement. Arturo lui disait toujours que Clara préférait éviter les conflits et les confrontations. Pour elle, cela ne faisait que confirmer sa supériorité. Pendant que Clara se cachait à la maison, elle brillait dans les salons de la haute société. Ce que Laura ne savait pas, c'est qu'à cet instant même, à quelques pâtés de maison de là, Clara Ruiz se préparait méticuleusement pour sa propre entrée au club impérial. Et quand elle arriverait, rien ne serait plus pareil. Croyez-vous qu'une personne puisse être complètement trahie et réussir à sortir victorieuse? Que feriez-vous dans une telle situation? Laissez votre opinion dans les commentaires. La reine se prépare. Clara Ruiz se tenait devant le miroir de son dressing, observant sa propre image avec la froideur analytique d'un général planifiant une bataille. À 35 ans, elle possédait une beauté mature et sophistiquée qui contrastait drastiquement avec l'attrait juvénile et évident de sa rivale. Ses cheveux châtains foncés tombaient en douces vagues sur ses épaules, encadrant un visage aux traits classiques qui n'avait pas besoin d'un maquillage lourd pour avoir de l'impact. La robe qu'elle avait choisie pour la soirée était un chef-d'œuvre de la haute couture française. Un Chanel noir, à la coupe impeccable avec des détails de perles qui parcouraient le décolleté discret mais élégant. La pièce avait coûté plus cher que beaucoup de voitures, mais ce n'était pas le prix qui la rendait spéciale. C'était ce qu'elle représentait. Pouvoir, classe, légitimité. Tout ce que Laura Campos tentait d'acheter avec l'argent emprunté au mari d'une autre femme. Clara savait exactement ce qui se passait au club impérial à cet instant. Elle avait reçu pas moins de 15 appels d'amis inquiètes pendant la semaine, chacune désireuse d'être la première à lui raconter l'humiliation publique qu'Arturo lui infligeait. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que Clara avait orchestré chaque détail de cette situation. « Madame, la voiture est arrivée », annonça Madame Maria, sa gouvernante depuis plus d'une décennie, apparaissant à la porte du dressing. La femme d'âge moyen observait Clara avec admiration et inquiétude à parts égales. « Êtes-vous sûre de vouloir faire cela? » Clara sourit, le premier sourire sincère qu'elle avait montré depuis des mois. « Je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie, Maria. » La vérité était que Clara avait découvert la trahison d'Arturo bien avant tout commérage mondain. Non pas parce qu'elle était particulièrement rusée, mais parce qu'Arturo était honteusement négligent. Reçu de restaurants chers pour 2 personnes, alors qu'il était censé être en réunion de travail. Frais de bijoux et de robes sur sa carte d'entreprise. Un parfum féminin sur ses vêtements qui n'était définitivement pas le sien. Pendant les premiers émois, Clara ressentit la douleur familière de la trahison, la blessure à son ego, le sentiment d'insuffisance, la remise en question de ce qu'elle avait manqué en tant qu'épouse. Mais ensuite, un mardi après-midi particulièrement mélancolique, quelque chose changea. Elle feuilletait un album de photos de mariage lorsqu'elle tomba sur une image d'elle-même le jour de la cérémonie. Sur cette photo, elle irradiait une lumière qui s'était perdue au fil des années de mariage. Ce fut à ce moment que Clara comprit une vérité libératrice. Elle n'avait pas perdu Arturo pour avoir manqué en tant qu'épouse. Elle avait perdu Arturo parce qu'il avait manqué en tant qu'homme. À partir de cette épiphanie, Clara commença à planifier. Pas une vengeance vulgaire et émotionnelle, mais une stratégie froide et chirurgicale qui non seulement exposerait la farce du couple, mais lui garantirait également la liberté qu'elle désirait inconsciemment depuis des années. Pendant les 6 mois suivants, Clara observa. Elle engagea discrètement un détective privé, non pour confirmer la trahison qu'elle connaissait déjà,
mais pour la documenter méticuleusement. Photographies, vidéos, registres d'hôtels, même des enregistrements de conversations compromettantes qu'Arturo et Laura tenaient dans des lieux publics, croyant qu'ils étaient en sécurité dans la bulle d'arrogance qu'ils avaient créée. Plus important encore, Clara utilisa ce temps pour réorganiser ses finances. Arturo avait toujours présumé qu'elle dépendait financièrement de lui, une supposition sexiste et ignorante. En réalité, Clara avait hérité d'une fortune considérable de sa grand-mère paternelle, des investissements immobiliers et des actions qu'elle gérait personnellement, sans impliquer son mari. De plus, elle avait sa propre entreprise de conseil en art, qui lui rapportait bien plus qu'Arturo ne l'imaginait. Pendant les mois de son absence aux événements mondains, Clara s'était également consacrée à elle-même d'une manière qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Un entraîneur personnel 3 fois par semaine, des soins de beauté réguliers, une rénovation complète de sa garde-robe. Non pas pour reconquérir Arturo. Ce pont avait été brûlé irréversiblement, mais pour elle-même. Ce soir-là en particulier, Clara avait choisi le gala de la Fondation Esperanza pour des raisons stratégiques précises. C'était un événement qui réunissait le noyau de l'élite madrilène, des personnes qui connaissaient sa famille depuis des décennies et qui respectaient son lignage et sa classe. C'était aussi un environnement où les règles sociales non écrites jouaient en sa faveur. Même s'il tolérait les excès masculins en privé, l'exposition publique d'une trahison conjugale était toujours considérée comme un acte de mauvais goût qui devait être puni. Le plus crucial de tout, Clara savait qu'Arturo amènerait Laura au gala. C'était elle-même qui, par l'intermédiaire d'une amie commune, avait planté l'idée dans l'esprit ambitieux de la jeune maîtresse. Le gala de la Fondation Esperanza est l'événement le plus important de l'année. C'est là que la société se montre vraiment, avait-elle commenté stratégiquement lors d'un déjeuner. Le chauffeur privé de Clara, Juan, l'attendait à l'entrée du bâtiment. C'était un homme discret et loyal qui avait travaillé pour la famille Ruiz pendant près de 20 ans. Il connaissait tous les secrets, toutes les nuances de la vie de Clara, et sa discrétion était absolue. « Bonsoir, Madame Ruiz », la salua-t-il, ouvrant la porte de la Mercedes-Benz classe S noire. « Vous êtes éblouissante ce soir. » « Merci, Juan, au Club Impérial. » Pendant le trajet de 30 minutes, Clara passa mentalement en revue chaque détail de son plan. Elle avait programmé son arrivée pour le moment exact où le gala était à son apogée. Quand tous les invités importants étaient déjà présents. Quand les photographes mondains étaient les plus actifs. Quand Arturo et Laura étaient les plus détendus et confiants. Le téléphone de Clara vibra avec un message d'Elena Moreno, la femme d'un juge fédéral et l'une de ses plus anciennes amies. « Ma chérie, il s'exhibe sans honte. Elle s'annonce pratiquement comme ton remplacement. Viens vite et mets fin à cette farce. » Clara sourit en lisant le message. Elena avait toujours été son alliée la plus féroce, une femme de la vieille garde qui croyait de tout cœur que certaines traditions et hiérarchies sociales devaient être respectées. Pour Elena, Laura n'était rien de plus qu'une arriviste sans classe, essayant d'occuper une place qui ne lui revenait pas. D'autres messages suivirent, tous d'amis indignés, informant du comportement d'Arturo et Laura. Elle porte un Valentino rouge, complètement inapproprié pour un événement de bienfaisance, écrivit Patricia de la Fuente. Il l'a présentée comme consultante spéciale, mais elle-même l'a corrigée en disant qu'ils étaient bien plus intimes, ajouta la marquise de Villalobos. Chaque message confirmait que le plan de Clara fonctionnait parfaitement. Arturo et Laura creusaient leur propre tombe avec un enthousiasme presque comique. Clara pensa à sa vie avec Arturo pendant les premières années de mariage. Elle avait sincèrement essayé d'être une bonne épouse, de le soutenir dans ses affaires, de l'accompagner aux événements mondains,
de garder la maison impeccable et d'être la partenaire parfaite en toutes occasions. Mais Arturo semblait toujours la voir comme un accessoire coûteux et bien éduqué, pas comme une véritable partenaire. Au fil des années, elle se rendit compte qu'Arturo l'avait choisi non par amour, mais par convenance sociale. Elle apportait respectabilité, connexion familiale et une image d'épouse idéale qui complétait ses ambitions d'affaires. En retour, il lui offrait une sécurité financière et un statut social, une transaction commerciale déguisée en romance. Le réveil de Clara à cette réalité fut graduel, mais irréversible. Elle commença à remarquer comment Arturo l'ignorait pendant les conversations lors des événements mondains, comment il l'interrompait lorsqu'elle exprimait des opinions, comment il présumait que ses propres décisions étaient automatiquement correctes sans consulter son point de vue. Petites humiliations qui s'accumulèrent au fil des ans jusqu'à former un poids insupportable. Lorsqu'elle découvrit la trahison, Clara fut initialement dévastée. Mais alors qu'elle observait le comportement d'Arturo avec Laura, la façon dont il fondait devant sa naïveté feinte, comment il se sentait important en jouant les mentors pour la jeune ambitieuse, elle réalisa qu'elle n'avait pas perdu un amour véritable. Elle s'était libérée d'un fardeau. « Nous arrivons, Madame Ruiz », annonça Juan, interrompant ses réflexions. Clara regarda par la fenêtre et vit les lumières dorées du club impérial scintiller dans la nuit. Des douzaines de voitures de luxe étaient garées à l'entrée, tandis que les paparazzi et les photographes mondains attendaient l'arrivée de personnalités importantes. Le tapis rouge s'étendait du trottoir à la porte principale, flanqué d'exubérants arrangements floraux. « Juan, donnez-moi 5 minutes de plus », demanda Clara. « Je veux que mon entrée soit mémorable. » Elle ouvrit son sac Hermès et vérifia le contenu une dernière fois. En plus des articles habituels, rouge à lèvres, poudre compacte, portefeuille, il y avait une clé USB discrète qui contenait tous les documents et preuves qu'elle avait rassemblés sur Arturo et Laura. Elle ne prévoyait pas de l'utiliser ce soir-là, mais il était toujours bon d'avoir une carte sous la manche. Clara portait également quelque chose de bien plus puissant que n'importe quelle preuve physique, la certitude absolue qu'elle faisait ce qui était juste. Pendant 15 ans, elle avait été l'épouse discrète et parfaite qui résolvait les problèmes sans faire de vagues. Ce soir serait tout le contraire. Son téléphone vibra une fois de plus. C'était un message de Carlos Galvan, le journaliste mondain. « Clara, ma chère, j'ai entendu dire que tu venais au gala. C'est bien. Ton élégance me manquait à ces événements. On se voit à l'intérieur. Parfait. » Carlos préparait clairement la scène pour un affrontement épique entre l'épouse et l'amante. Comme tout bon journaliste à potins, il pouvait sentir le drame dans l'air, et il voulait s'assurer d'avoir un siège au premier rang lorsque tout exploserait. « Maintenant, Juan, c'est l'heure du spectacle. » Le chauffeur sourit à travers le rétroviseur. Il l'avait vu grandir, passant d'une jeune femme timide à une femme puissante, et il savait que cette nuit serait historique. Lorsque la Mercedes s'arrêta devant le club impérial, un murmure se répandit parmi les photographes. Clara Ruiz était devenue une figure mystérieuse ces derniers mois. Son absence aux événements mondains avait généré des spéculations et des théories du complot. Maintenant, sa réapparition promettait des réponses. Juan sortit de la voiture et marcha calmement jusqu'à la porte arrière. Le silence était presque palpable. Même les paparazzi les plus expérimentés savaient qu'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire. Lorsque la porte s'ouvrit et que Clara posa un pied sur le tapis rouge, il y eut un moment de temps suspendu. Elle était radieuse d'une manière que personne ne se souvenait avoir vue auparavant. Plus sûre, plus imposante, plus véritablement puissante. Les flashs éclatèrent dans une séquence frénétique,
tandis que Clara marchait lentement vers l'entrée. Chaque pas était calculé. Chaque mouvement était une déclaration. Elle salua avec des ondulations gracieuses, mais ne s'arrêta pas pour des interviews. Il y avait un travail plus important à faire. À l'entrée du club, le portier la salua avec une révérence presque féodale. « Madame Ruiz, quel honneur de vous revoir. Le plaisir est pour moi, Roberto. Une belle nuit, n'est-ce pas? » Alors qu'elle marchait dans les couloirs du club vers le salon principal, Clara pouvait entendre le murmure de la foule à l'intérieur. Musique, rire, conversation animée. Le bruit de personnes qui n'avaient aucune idée que leur vie était sur le point d'être bouleversée. Elle s'arrêta devant les doubles portes du salon, ajusta son collier de perles une dernière fois et respira profondément. De l'autre côté de ces portes se trouvaient Arturo et Laura, probablement encore en train de savourer l'attention qu'ils recevaient, croyant toujours qu'ils avaient conquis quelque chose d'important. Ils n'avaient aucune idée que la véritable reine était arrivée pour réclamer son trône. Pensez-vous que la vengeance puisse être un acte d'élégance ou seulement une décharge émotionnelle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez cette histoire. La réapparition et l'humiliation publique. Le salon de bal du Club impérial était à son apogée lorsque Clara Ruiz fit son entrée. L'orchestre jouait une valse de Strauss. Les couples dansaient élégamment au centre du salon, et le bourdonnement des conversations créait une symphonie de civilité bien élevée. Les lustres de cristal projetaient une lumière dorée sur les robes impeccables et les smokings, créant une atmosphère d'opulence raffinée. Arturo se tenait près du bar, riant aux éclats d'une blague que Ricardo Adams venait de raconter. Lorsque le premier chuchotement parvint à ses oreilles, Clara est arrivée. Le sourire se figea sur son visage. Il se retourna lentement, cherchant la silhouette familière de son épouse, mais ne put la trouver dans la foule. Une partie de son cerveau s'attendait encore à ce que ce soit une rumeur, que quelqu'un ait confondu une brune en robe noire avec Clara. « Arturo !» La voix d'Elena Moreno retentit derrière lui, comme le héros d'une tempête. « Votre épouse est éblouissante ce soir. » Il se retourna et vit Elena avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, le genre de sourire que les femmes de la haute société utilisaient lorsqu'elles étaient sur le point d'assister à l'humiliation publique de quelqu'un qu'elles considéraient comme le méritant. Ce fut alors qu'il la vit. Clara entrait dans le salon principal avec la sérénité d'une reine revenant à son palais après un long exil. Il y avait quelque chose de différent chez elle, une aura de pouvoir et d'assurance qu'Arturo ne se souvenait pas avoir vue. La robe Chanel noire épousait sa silhouette avec une élégance mathématique. Les perles de son cou captaient la lumière d'une manière hypnotique et ses cheveux châtains brillaient comme de la soie polie. Mais le plus impressionnant était sa posture. Clara ne marchait pas, elle glissait. Chaque mouvement était délibéré, chaque geste calculé pour un impact maximal. Et partout où elle passait, la conversation cessait. Les regards se tournaient et un silence respectueux se répandait comme des ondes dans un étang. Arturo sentit sa bouche s'assécher. En 15 ans de mariage, il n'avait jamais vu Clara dominer une pièce de cette manière. C'était comme si elle s'était transformée d'un personnage secondaire en la protagoniste de sa propre vie. À l'autre bout du salon, Laura racontait une anecdote à un groupe de femmes d'entrepreneurs lorsqu'elle remarqua que son public était distrait. Elle regardait toute quelque chose ou quelqu'un derrière elle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, se retournant pour suivre la direction de leur regard. Elle la vit aussi. Laura avait souvent imaginé à quoi ressemblerait sa première rencontre avec l'épouse légitime d'Arturo. Dans ses fantasmes, Clara serait une femme décolorée, visiblement vieillissante,
clairement inférieure sous tous les aspects importants. La réalité fut un choc brutal. La femme qui marchait vers elle irradiait une élégance naturelle qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Il y avait quelque chose de presque aristocratique dans sa posture, une classe innée qui fit que Laura se sentit soudain comme une enfant jouant à se déguiser avec les vêtements de sa mère. Clara saluait les invités avec la grâce parfaite de quelqu'un né dans ce monde. Un baiser sur la joue de la marquise de Villalobos, une poignée de main chaleureuse avec le juge, une parole aimable pour la femme du sénateur. Chaque interaction réaffirmait sa position dans la hiérarchie sociale, non pas comme l'épouse trahie cherchant la sympathie, mais comme la grande dame qui retournait à sa place légitime. « Clara, ma chérie !» La voix de Patricia de la Fuente coupa l'air comme une cloche de cristal. La femme du juge s'approcha les bras ouverts, clairement émue de revoir son amie après des mois d'absence. « Quelle immense joie de te revoir! Tu m'as tellement manqué! » L'étreinte entre les deux femmes fut chaleureuse et sincère, en contraste frappant avec les démonstrations artificielles d'affection qui caractérisaient la plupart des interactions dans cet environnement. « Patricia, tu es radieuse comme toujours, » répondit Clara, sa voix mélodieuse avec une nuance d'affection sincère. « Comment va ton mari? J'ai appris que la nomination à la Cour suprême était confirmée. »« Oui, nous sommes très heureux. Mais parle-moi de toi. Où t'étais-tu caché tous ces mois? Tu nous as tellement manqué. » Clara sourit avec une élégance mystérieuse. « Je m'occupais de certaines affaires personnelles. Parfois, une femme a besoin de temps pour réorganiser ses priorités. » La réponse était diplomatiquement vague, mais chargée de sous-entendus qui ne passèrent pas inaperçus pour les femmes présentes. Toutes étaient au courant de la situation avec Arturo et Laura. Et maintenant, elles commençaient à comprendre que l'absence de Clara aux événements mondains n'était pas due à l'humiliation ou au désespoir, mais à une stratégie. Pendant que Clara parlait, Arturo restait paralysé près du bar. Une partie de lui voulait s'approcher, la saluer, comme si rien n'avait changé. Maintenir la façade d'un mariage harmonieux qu'ils avaient toujours présenté en public. Une autre partie, la lâche et coupable, voulait juste disparaître. La décision fut prise par Laura. La jeune femme, poussée par un mélange toxique de jalousie, d'insécurité et d'arrogance juvénile, décida qu'elle ne serait pas éclipsée par une femme plus âgée, aussi élégante soit-elle. Après tout, elle était avec Arturo maintenant. C'était elle qui portait les cadeaux coûteux, celle qui occupait son lit, celle qui avait des plans d'avenir avec lui. « Arturo », chuchota-t-elle, le tirant par le bras. « Allons saluer ton épouse. C'est la politesse. » Arturo déglutit difficilement. « Laura, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. »« Balivernes », répliqua-t-elle, marchant déjà vers le groupe autour de Clara. « Nous sommes tous des adultes civilisés ici. » Laura ne réalisa pas qu'elle était sur le point de commettre l'erreur la plus catastrophique de sa jeune vie. Dans son esprit limité, ce serait le moment de son couronnement officiel, lorsqu'elle se présenterait comme la nouvelle femme d'Arturo devant l'ancienne épouse, établissant définitivement le nouvel ordre hiérarchique. Clara vit l'approche du couple bien avant qu'il n'arrive. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Arturo pendant un bref instant, et il se recroquevilla visiblement sous son regard. C'était comme si elle pouvait voir à travers lui, voyant toute la culpabilité, toute la honte, toute la lâcheté qu'il portait. « Clara !» Arturo força un sourire en s'approchant du groupe. Sa voix sortit plus aiguë qu'il ne le voulait. « Quelle surprise de te voir ici. » Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Toutes les conversations proches cessèrent. Tous les yeux se tournèrent vers le trio, et même l'orchestre sembla baisser son volume.
C'était comme si tout le salon de bal retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer ensuite. Clara regarda Arturo pendant un long moment, son expression parfaitement sereine. Quand elle parla finalement, sa voix avait la froideur tranchante de l'acier trempé. « Arturo, quelle coïncidence intéressante. Je croyais que tu étais à Barcelone cette semaine, une réunion importante avec des investisseurs. N'est-ce pas ce que tu as dit? » Le mensonge fut exposé avec une élégance chirurgicale. Arturo avait inventé cette excuse pour expliquer son absence de la maison ces derniers jours, alors qu'en fait, il était dans un hôtel de luxe avec Laura, se préparant pour le gala. Maintenant, confronté à sa propre malhonnêteté en public, il bégaya. La réunion a été annulée à la dernière minute. « Quel dommage, » murmura Clara, son ton suggérant exactement le contraire. « Eh bien, au moins tu n'as pas manqué un événement aussi important que celui-ci. » Ce fut alors que Laura décida d'intervenir. La jeune femme, interprétant mal le moment et pensant que Clara était soumise en ne confrontant pas directement la situation, fit un pas en avant avec un sourire qui se voulait compatissant, mais qui sonnait condescendant. « Tu dois être Clara ?» dit-elle, tendant une main aux ongles rouges parfaitement soignés. « Je suis Laura Campos. J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Le groupe autour d'elle retint collectivement sa respiration. C'était un moment de tension si palpable que même les invités les plus éloignés commencèrent à s'approcher discrètement, sentant que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Clara regarda la main tendue de Laura pendant un moment qui parut éternel. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle la salua délicatement. « Laura, oui, j'ai aussi beaucoup entendu parler de toi. » La phrase fut prononcée avec une telle élégance que Laura mit quelques secondes à se rendre compte du poison qu'elle contenait. « Arturo m'a dit que vous travailliez ensemble, » continua Clara, sa voix gardant le ton parfaitement éduqué de la haute société. « Quelque chose sur le conseil en développement de projet? » Arturo ouvrit la bouche pour répondre, mais Laura l'interrompit, clairement désireuse d'établir sa véritable position. « Oh, nous sommes bien plus que des collègues de travail, » rit-elle, un son aigu qui résonna inconfortablement dans le silence du salon de bal. En fait, Arturo et moi avons une relation très spéciale. Les mots sortirent de sa bouche avec l'assurance de quelqu'un qui croyait révéler une vérité qui lui donnerait le pouvoir sur la situation. Au lieu de cela, elle venait de tomber dans le piège le plus élégant jamais construit lors d'un événement mondain à Madrid. Clara inclina légèrement la tête, comme si elle traitait une information particulièrement intéressante. « Ah, je vois, » dit-elle, sa voix conservant toujours cette politesse mortelle. « Quel courage de votre part de rendre cela public de cette manière. » Le mot « courage » fut prononcé de manière à sonner exactement comme son antonyme. Laura commença à se rendre compte que quelque chose n'allait pas, mais sa jeunesse et son inexpérience ne lui permettaient pas de décoder complètement les nuances de la conversation. Arturo, d'autre part, était pâle comme un linge. Il connaissait Clara assez bien pour reconnaître les signaux de danger. Le ton trop poli, le sourire qui n'atteignait pas ses yeux, la posture droite et contrôlée. Elle était furieuse, mais exprimait cette fureur à travers les codes raffinés de la haute société, ce qui la rendait infiniment plus dangereuse que n'importe quelle explosion émotionnelle. « Clara » essaya-t-il d'intervenir. « Peut-être devrions-nous... »« Oh, Arturo » l'interrompit-elle doucement. « Il n'y a pas besoin de gêne entre personnes civilisées. » Elle se tourna vers Laura avec un intérêt renouvelé. « Dites-moi, ma chère, depuis combien de temps travaillez-vous ensemble? » Laura, interprétant la question comme une opportunité d'établir sa suprématie, répondit avec une fierté juvénile. « Environ 8 mois. Arturo a été un merveilleux mentor. »« Mentor ?» répéta Clara, comme si elle savourait le mot.
Quel terme intéressant pour décrire la relation. L'air dans le salon de bal était si chargé de tension que même les serveurs avaient cessé de circuler avec les plateaux de champagne. Des douzaines d'yeux étaient fixés sur le trio, et Carlos Galvan, le journaliste mondain, observait tout à une distance stratégique, prenant clairement des notes mentales pour sa chronique du lendemain. « Clara, ma chérie! » Elena Moreno s'approcha du groupe avec un sourire qui promettait des problèmes. Quelle robe éblouissante! Chanel, n'est-ce pas? J'ai toujours envié ton goût impeccable pour la mode. Merci, Elena. Tu sais comment c'est. Certaines pièces ne se démodent jamais, n'est-ce pas? L'insinuation était claire. La vraie élégance est intemporelle. Contrairement aux tendances passagères affichées par certaines personnes plus jeunes. Laura, commençant enfin à se rendre compte qu'elle était subtilement attaquée, décida de contre-attaquer. « Ta robe est belle aussi, » dit-elle à Clara, son ton essayant de paraître généreux, mais échouant lamentablement. Très classique, elle a dû être horriblement chère. Le quitter sur le commentaire fut une erreur grotesque. Suggérer que Clara se souciait du prix de ses vêtements, ou pire, qu'elle avait besoin de justifier ses dépenses, fut une démonstration de manque de classe qui fit haleter plusieurs femmes présentes. Clara sourit. Cette fois, un sourire vraiment dangereux. « Ma chère, » dit-elle, sa voix douce comme du velours, mais aiguisée comme un rasoir. « Quand on a de la vraie classe, le prix devient sans importance. C'est quelque chose avec lequel on naît ou qu'on n'acquiert jamais. » La phrase tomba sur Laura comme une bombe silencieuse. Pendant un instant, la jeune femme resta sans voix, traitant lentement le fait qu'elle avait été publiquement déclassée de la manière la plus élégante possible. Arturo tenta d'intervenir à nouveau, sa voix désespérée. « Eh bien, je crois que nous devrions tous... » Clara l'interrompit à nouveau, cette fois en s'adressant à lui avec toute son attention. « Puisque nous sommes tous ici, réunis de manière si... fortuite, c'est peut-être le bon moment pour clarifier certaines choses. » Tout le salon de bal sembla s'être arrêté. Même l'orchestre avait cessé de jouer, comme si les musiciens voulaient aussi entendre ce qui allait se passer ensuite. « Les éclaircissements sont toujours les bienvenus, » murmura Elena Moreno, retenant à peine son excitation. Clara ajusta les perlés de son cou avec des mouvements délibérément lents, comme un torero préparant l'estocade finale. « Vous voyez, » dit-elle, s'adressant maintenant directement à l'audience. « La chère Laura croit qu'elle a conquis le cœur de mon mari grâce à sa jeunesse et son authenticité. » Elle marqua une pause pour un effet dramatique. « Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Arturo a un schéma très spécifique en ce qui concerne ses aventures extra-conjugales. » Les yeux de Laura s'écarquillèrent, réalisant soudain qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose de dévastateur. « Un schéma? » demanda Elena, clairement amusée. « Oh oui, de jeunes femmes, ambitieuses et d'origine modeste, qui sont facilement éblouies par des cadeaux coûteux et des promesses d'ascension sociale. » Clara énuméra les caractéristiques avec la précision d'un scientifique, cataloguant des spécimens. Au cours des 15 dernières années, il y en a eu au moins, 6. Le nombre tomba sur Laura comme un marteau. Elle n'était pas spéciale. Elle n'était pas unique. Elle n'était que la plus récente d'une longue lignée de remplacements temporaires. Arturo était clairement désespéré. « Clara, s'il te plaît. »« Oh, Arturo, ne sois pas modeste, » dit-elle avec une fausse admiration. « Tu as un talent spécial pour trouver ces filles, toujours avec le même profil. Réceptionniste, secrétaire, hôtesses de l'air, de jeunes femmes impressionnables qui confondent l'attention masculine avec l'amour véritable. » Patricia de la Fuente ne put retenir un petit rire. « Et qu'est-il arrivé aux 5 autres, ma chère? » « Eh bien, » répondit Clara,
comme si elle racontait une anecdote amusante lors d'un goûter. Certaines ont été discrètement renvoyées lorsqu'elles ont commencé à faire des demandes gênantes. D'autres ont découvert par elles-mêmes qu'elles n'étaient pas aussi spéciales qu'elles l'imaginaient. Une ou deux ont même réussi des mariages avantageux avec des hommes plus disponibles. Laura sentit le monde tourner autour d'elle. Tout ce qu'elle avait cru de sa relation avec Arturo, son unicité, leurs plans d'avenir, sa position privilégiée, s'effondrait comme un château de cartes. Mais le problème, continua Clara, s'adressant maintenant directement à Laura, est que tu as commis une erreur qu'aucune des autres n'a commise. Quelle erreur? La question sortit comme un murmure étouffé. Tu as cru que tu avais gagné. Les mots tombèrent sur Laura avec le poids d'une sentence légale. Elle regarda autour d'elle, voyant pour la première fois les expressions des invités. Non pas de l'admiration ou de l'envie, comme elle l'avait imaginé, mais de la pitié mêlée de mépris aristocratique. « Arturo ne m'a jamais parlé des autres », bégaya-t-elle, se tournant vers lui, cherchant une dénégation, une explication. N'importe quoi qui restaurerait sa réalité. Arturo ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Sa culpabilité était imprimée sur son visage comme un tatouage. « Bien sûr qu'il ne te l'a pas dit », dit Clara doucement. « Pourquoi le ferait-il? Cela gâcherait la fantaisie qu'il crée pour chacune de vous. La fantaisie que tu es spéciale, que tu es différente, que cette fois, c'est le véritable amour. » Elena Moreno secoua la tête avec une désapprobation théâtrale. Les hommes peuvent être si cruels, n'est-ce pas, en faisant croire à ces pauvres filles des contes de fées. La cruauté, dit Clara, n'est pas d'avoir des maîtresses. Les hommes puissants en ont toujours eu. C'est presque une tradition. La cruauté est de créer de fausses attentes, de faire croire à ces femmes qu'elles peuvent occuper une place qui ne leur était jamais destinée. Laura explosa finalement. Et quelle est cette place? La place de l'épouse soumise qui accepte tout en silence? Tout le salon retint sa respiration. C'était la première fois que quelqu'un confrontait directement Clara, et tout le monde voulait voir comment elle allait répondre. Clara sourit, non pas le sourire élégant et contrôlé qu'elle avait maintenu toute la nuit, mais un sourire sincère, presque amusé. « Oh, ma douce enfant, » dit-elle, sa voix avec un mélange de pitié et de condescendance. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Tu crois que je suis ici comme l'épouse humiliée, essayant de récupérer un mari infidèle? » Elle marqua une pause, ses yeux balayant tous les visages autour d'elle. « Je ne suis pas venu ici pour me battre pour Arturo. Je suis venu pour te le rendre. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. On n'entendait même plus le bruit des chaussures des serveurs sur le marbre. « Me le rendre? » répéta Laura, confuse. « Oui, ma chère, tu peux le garder. » Clara fit un geste élégant de la main, comme si elle remettait un cadeau pas si désirable. « En fait, j'insiste pour que tu le gardes. Après tout, vous vous méritez l'un l'autre. » Arturo retrouva finalement sa voix. « Clara, de quoi parles-tu? » « Je parle de liberté, Arturo, la tienne et la mienne. » Elle ouvrit son sac Hermès et en sortit une enveloppe scellée. « Les papiers du divorce ont été déposés hier. Tu devrais recevoir la notification officielle lundi. » L'enveloppe passa de main en main, comme une grenade dont on avait retiré la goupille. Arturo la tenait avec des doigts tremblants, son visage exprimant un choc absolu. « Mais nous n'en avons même pas parlé. » Si, nous en avons parlé. Pendant 8 mois, Arturo. Chaque fois que tu rentrais à la maison, avec le parfum d'une autre femme. Chaque fois que tu mentais sur où tu étais. Chaque fois que tu me traitais comme un meuble qui décore la maison, mais qui ne participe pas à la vie qui s'y déroule. La voix de Clara resta sereine, mais il y avait de l'acier trempé dans chaque mot. La conversation a été longue et unilatérale, mais elle a eu lieu. Laura regarda Arturo, s'attendant à ce qu'il proteste,
qu'il lui déclare son amour, qu'il confirme les plans d'avenir qu'ils avaient faits ensemble. Au lieu de cela, il regardait l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. « Combien veux-tu » fut la première chose qu'il parvint à dire. La question en révéla tellement sur son caractère que plusieurs femmes présentes firent des expressions de dégoût à peine dissimulées. « Oh Arturo » dit Clara, secouant la tête avec une tristesse feinte. « Toujours à tout réduire à l'argent. Je ne veux pas de ton argent, mon cher. J'ai le mien. »« Le tien ?» ?»« Oui. L'héritage de grand-mère Béatrice, celui que tu as toujours supposé être insignifiant, parce que ce n'était que des affaires de femmes, comme des biens immobiliers et des actions. En réalité, il vaut plus que ton entreprise. » Elle sourit. Bien plus. Le choc sur le visage d'Arturo était comique. Pendant 15 ans, il avait présumé qu'il était le seul soutien de la famille, le seul à avoir des ressources importantes. Découvrir que sa femme non seulement était financièrement indépendante, mais potentiellement plus riche que lui, fut un coup dévastateur pour son ego masculin. De plus, continua Clara avec désinvolture, mon entreprise de conseil en art a pas mal grandi ces dernières années. Des clients internationaux, tu sais, des gens qui valorisent l'authenticité et l'expertise. Laura comprit finalement l'entière dimension de son humiliation. Elle avait tout misé sur un homme qui maintenant se révélait n'être même pas la moitié du prix qu'elle avait imaginé. « Alors tu nous donnes ta bénédiction » balbutia-t-elle, essayant de trouver un brin de dignité auquel se raccrocher. « Oh, ma chérie, ce n'est pas exactement une bénédiction, » répondit Clara avec une gentillesse mortelle. « C'est plutôt comme retourner un produit défectueux au magasin. » La phrase résonna dans tout le salon comme un coup de feu. Plusieurs personnes rirent ouvertement, incapables de contenir leur réaction à la brutale élégance de la réponse. Arturo explosa finalement. « Clara, tu ne peux pas m'humilier comme ça en public. » Humilié? Elle parut sincèrement surprise. Arturo, mon cher, je n'ai fait que dire la vérité. Si la vérité est humiliante, peut-être que le problème n'est pas avec moi. Carlos Galvan s'approcha avec son sourire de prédateur social. Clara, puis-je avoir une déclaration pour ma chronique? Bien sûr, Carlos, se tourna-t-elle vers lui avec la grâce d'une actrice expérimentée. Tu peux dire que je commence un nouveau chapitre dans ma vie. Parfois, lorsqu'une porte se ferme, nous réalisons qu'elle nous maintenait en fait captifs dans un endroit trop petit pour nos rêves. Et les plans d'avenir? Je déménage à Paris la semaine prochaine. J'ai des projets intéressants qui m'y attendent. Paris. Le mot tomba sur Arturo comme une sentence finale. Clara ne le quittait pas seulement. Elle fuyait littéralement le pays, mettant un océan entre eux. Laura, tentant une dernière manœuvre désespérée, dit « Eh bien, au moins, Arturo et moi pourrons être heureux ensemble, sans secret, ni mensonge. » Clara la regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. « Oh, ma douce et naïve enfant, » dit-elle, sa voix avec une condescendance presque maternelle. « Penses-tu vraiment qu'un homme qui a trompé sa femme avec toi ne te trompera pas avec une autre? » La vérité de l'affirmation frappa Laura comme un coup de poing à l'estomac. Elle regarda Arturo, cherchant un signe de dénégation, une garantie de fidélité future. Au lieu de cela, elle vit un homme en panique totale, plus préoccupé par les implications financières du divorce que par les sentiments de l'une ou l'autre des femmes présentes. « Arturo !» chuchota Laura, une supplique claire dans sa voix. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas répondre, parce qu'au fond de lui, il savait que Clara avait raison. Et ce fut dans ce moment de silence absolu que Clara Ruiz porta le coup final. « Eh bien, » dit Clara, ajustant les perles de son cou avec un mouvement élégant et définitif. Ce fut un plaisir de clarifier tout cela. Maintenant, si vous me permettez, j'ai besoin de dire au revoir à quelques chers amis avant mon voyage. Elle se tourna pour partir, mais s'arrêta comme si elle se souvenait de quelque chose d'important. « Ah, et Laura ?» La jeune femme leva les yeux pleins d'espoir,
croyant peut-être que Clara lui offrirait un mot de réconciliation ou un conseil. La robe rouge te va à merveille, mais pour les événements de bienfaisance, les couleurs plus sobres sont plus appropriées. C'est une question de protocole social. La critique finale fut délivrée avec une telle élégance que même les observateurs les plus expérimentés eurent besoin de quelques secondes pour traiter complètement la brutalité du commentaire. Clara venait de donner une leçon d'étiquette au milieu d'une humiliation publique, établissant définitivement la hiérarchie sociale entre elles. Laura resta immobile, paralysée par la honte, tandis que Clara s'éloignait avec grâce. Arturo resta à ses côtés, mais il était évident pour tous qu'il était en état de choc, traitant encore la vitesse à laquelle sa vie s'était effondrée. Carlos Galvan observa la scène avec le regard aigu de quelqu'un qui venait d'assister à l'histoire mondaine de l'année. Il rédigeait déjà mentalement le titre « La vengeance élégante ». Comment Clara Ruiz a transformé l'humiliation en triomphe lors du gala, le plus commenté de la saison. Alors que Clara circulait dans le salon pour dire au revoir aux invités, chaque conversation réaffirmait sa position comme la véritable gagnante de la soirée. Elena Moreno l'embrassa chaleureusement. « Ma chérie, tu as été magistrale. Je n'ai jamais vu personne maintenir autant de classe dans une situation aussi délicate. » Merci, Elena. Parfois, l'élégance est la meilleure vengeance. Patricia de la Fuente rejoignit le groupe. « Paris, c'est si romantique. Tu as des plans spécifiques là-bas? » « En fait, j'en ai. » Les yeux de Clara brillèrent d'un enthousiasme sincère. « J'ai été invitée à être consultante en art pour une galerie très prestigieuse dans le 16e arrondissement, et il y a aussi d'autres possibilités intéressantes. » Le sourire mystérieux sur son visage suggérait qu'il y avait bien plus dans l'histoire, mais Clara n'était pas disposée à donner des détails. Elle laisserait l'imagination des autres combler les blancs. De l'autre côté du salon, Laura commença finalement à bouger, comme une somnambule se réveillant d'un cauchemar. Elle regarda autour d'elle et réalisa qu'elle était devenue le centre d'un type d'attention très différent. Non pas de l'admiration, mais de la pitié mêlée de malice. Les chuchotements suivaient ses mouvements. Pauvre fille! Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait. Elle pensait qu'elle allait entrer dans la haute société par la porte de derrière. Arturo a toujours eu un goût douteux pour ses maîtresses. Chaque commentaire était comme un coup de poignard dans son orgueil. Laura était arrivée au gala croyant qu'elle serait couronnée comme la nouvelle reine. Au lieu de cela, elle fut publiquement démasquée comme une prétendante naïve et inadéquate. Arturo tenta de s'approcher d'elle. « Laura, parlons en privé. » « Non. » Elle se recroquevilla comme s'il était contagieux. « Ne me touche pas. Tu m'as menti sur tout. » Les larmes commencèrent à couler sur le maquillage parfait de Laura, créant des traces sombres sur ses joues. La compréhension qu'elle n'avait été qu'une de plus dans une longue lignée de femmes jetables était dévastatrice pour quelqu'un qui s'était toujours considéré comme spécial. « Laura, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Tenta à nouveau Arturo, mais sa voix sonnait désespérée et peu convaincante. « Expliquer quoi? Que je suis la jetable? Que je n'ai jamais été spéciale? Que tu n'as jamais eu l'intention de m'épouser? » Sa voix devint de plus en plus forte, attirant encore plus de regards. « J'ai quitté mon emploi. J'ai déménagé de mon appartement. J'ai dit à ma famille que j'allais épouser un entrepreneur important. » La confession publique de sa naïveté ne fit qu'approfondir son humiliation. Certains invités hochèrent la tête avec pitié, tandis que d'autres échangeaient des regards de « je vous l'avais dit », typiques de la haute société lorsque leurs prédictions se confirment. Julián Figuera, le jeune héritier qui avait flirté avec elle plus tôt, s'approcha avec un sourire condescendant. « Laura, ne désespère pas tant. Arturo a toujours été connu pour ses aventures temporaires. Tu n'aurais pas dû t'attacher autant. » Le commentaire, bien qu'il se voulût réconfortant,
ne fit que confirmer que toute la société connaissait la réputation d'Arturo. Sauf elle. Laura réalisa qu'elle avait été la dernière à apprendre sa propre relation. Pendant ce temps, Clara continuait sa tournée d'adieu triomphale. Chaque conversation révélait plus de détails sur ses plans futurs, peignant l'image d'une femme qui non seulement avait échappé à un mariage malheureux, mais qui avait méticuleusement planifié son ascension vers une vie meilleure. La Galerie du Bois est l'une des plus respectées de Paris, dit-elle à un groupe d'amateurs d'art. Ils ont été impressionnés par mon travail sur l'exposition Monet l'année dernière. Ce qu'elle ne mentionna pas, mais que les autres découvriraient plus tard par les canaux de commérage internationaux, était que Pierre Dubois, le propriétaire de la galerie, était un aristocrate veuf d'une quarantaine d'années, qui avait été captivé non seulement par l'expertise professionnelle de Clara, mais aussi par son élégance personnelle. La marquise de Villalobos entraîna Clara dans un coin plus privé. « Ma chérie, puis-je poser une question indiscrète? Ce déménagement à Paris, y a-t-il quelqu'un qui t'y attend? » Clara sourit avec un mystère calculé. « Disons qu'il y a des possibilités intéressantes. Un homme qui valorise l'intelligence autant que la beauté, qui comprend qu'une femme peut être une partenaire, pas seulement un ornement. Français, avec l'élégance que seuls les Français possèdent. Et, elle baissa la voix de manière conspiratrice, avec des ressources qui font que l'entreprise d'Arturo ressemble à un bazar de quartier. La marquise était ravie. Ma chérie, tu es tout simplement inspirante. Transformer la trahison en libération, l'humiliation en triomphe, c'est une œuvre d'art. De l'autre côté du salon, Arturo réussit finalement à calmer Laura suffisamment pour une conversation plus privée. Ils s'éloignèrent vers l'une des petites salles du club, loin des regards curieux. « Laura, je sais que tu dois être confuse, mais nous pouvons surmonter cela. » « Surmonter cela? » Elle le regarda avec incrédulité. « Arturo, tu m'as fait croire que j'étais spécial, que j'avais un avenir avec toi, et tu l'as. Maintenant que Clara demande le divorce, nous pouvons enfin être ensemble officiellement. Avec quel argent? » La question sortit plus tranchante qu'elle ne le voulait. « Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle est plus riche que toi. Dans le divorce, tu pourrais perdre la moitié de tout ce que tu possèdes. » La réalité financière frappa Arturo comme une gifle. Pendant des années, il avait présumé qu'il contrôlait toutes les finances du couple. Découvrir que Clara avait non seulement ses propres ressources, mais qu'elles étaient supérieures aux siennes, fut un choc dévastateur. « Cela ne peut pas être vrai, » murmura-t-il. « Les actions, les biens immobiliers, ce ne sont que des héritages familiaux. Des héritages qui valent plus que ton entreprise. » Laura commençait à voir Arturo pour ce qu'il était réellement. Non pas l'entrepreneur réussi et puissant qu'elle avait imaginé, mais un homme d'âge moyen qui venait de découvrir que son épouse était son atout le plus précieux. Et il l'avait perdu. À ce moment-là, Carlos Galvan apparut à la porte de la pièce. « Arturo, puis-je avoir un mot pour ma chronique de demain? » « Il n'y a rien à commenter, » répondit sèchement Arturo. « Oh, mais si! » L'épouse la plus élégante de la société madrilène annonçant son déménagement à Paris. L'un des divorces les plus civilisés que j'ai vus. C'est une histoire fascinante. Carlos ne demandait pas vraiment la permission. Il les informait que l'histoire serait publiée avec ou sans la coopération d'Arturo. Et vous, Laura? Carlos se tourna vers elle avec un intérêt journalistique. Un commentaire sur les événements de la soirée? Laura regarda Arturo, s'attendant à ce qu'il la défende, qu'ils déclarent publiquement leurs plans futurs ensemble. Au lieu de cela, il sembla se recroqueviller encore plus, clairement peu disposé à s'engager publiquement avec elle après le désastre de la soirée. Le manque de soutien fut la goutte qui fit déborder le vase. Laura réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu la bataille contre Clara, mais aussi toute possibilité d'un avenir avec Arturo. Il était trop lâche pour la défendre quand elle en avait besoin,
trop faible pour assumer la responsabilité de ses propres actions. Mon seul commentaire, dit-elle en redressant les épaules avec une nouvelle dignité, est que certaines leçons de vie sont trop chères pour en valoir la peine. Sur ces mots, Laura sortit de la pièce, laissant Arturo seul avec Carlos Galvan et le poids de ses propres décisions. La fin et le nouveau départ. 3 ans plus tard, Paris, l'appartement du 7e arrondissement, donnait sur la tour Eiffel et était décoré d'une combinaison parfaite d'élégance française et de sophistication espagnole. Clara Ruiz, maintenant Clara Dubois, était assise sur la terrasse, buvant du café tout en regardant ses jumeaux de 2 ans, Henrique et Béatrice, jouer dans le jardin privé. Pierre Dubois entra sur la terrasse avec un plateau de croissants frais et le journal du matin. « Mon amour, dit-il, embrassant doucement le front de Clara. Il y a un article intéressant ici sur l'Espagne. » Clara sourit, acceptant la tasse de café qu'il lui offrait. À 38 ans, elle irradiait un bonheur qu'elle n'avait jamais connu pendant ses 15 ans de mariage avec Arturo. Pierre n'était pas seulement un meilleur mari, c'était un véritable partenaire, quelqu'un qui respectait son intelligence et son ambition autant qu'il admirait sa beauté. Quel genre d'article? Sur les faillites d'entreprise? Il semblerait qu'un promoteur immobilier appelé Benavides Inversions ait fermé ses portes le mois dernier. Arturo? Apparemment. L'article mentionne une mauvaise gestion financière et des poursuites judiciaires. Le propriétaire, Arturo Benavides, fait l'objet d'une enquête pour irrégularité fiscale. Clara ne ressentit aucun plaisir à la nouvelle. Cette phase de sa vie était complètement dépassée. Mais il y avait une certaine justice poétique dans le fait qu'Arturo, qui s'était toujours considéré comme financièrement supérieur à elle, avait tout perdu à cause de sa propre incompétence. « Et la jeune femme avec qui il était ce soir-là au Club Impérial ?» demanda Pierre, qui connaissait toute l'histoire. Laura, Clara réfléchit un instant. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un dentiste à Alicante. Apparemment, elle a appris la leçon de ne pas parier sur des chevaux perdants. Pierre rit, un son riche et chaleureux qui résonna sur la terrasse. « Tu es terrible, ma chérie, mais c'est de la justice poétique, comme on dit. » Henrique courut vers la table, parlant un adorable mélange d'espagnol et de français. « Maman, regarde, j'ai cueilli une fleur pour toi. » Clara prit son fils dans ses bras, acceptant la petite Marguerite qu'il avait cueillie dans le jardin. Béatrice les rejoignit bientôt, exigeant la même attention. « Mes petits trésors, » murmura Pierre, observant la scène avec une adoration évidente. C'était la vie que Clara avait construite pour elle-même, non pas comme une vengeance contre Arturo, mais comme une récompense pour son propre courage. Elle avait transformé la trahison en libération, l'humiliation en opportunité et une fin en un nouveau départ. La Galerie du Bois était devenue l'une des plus prestigieuses de Paris sous son commissariat. Et elle attendait son 3e enfant, une fille qu'ils appelleraient Sophia, en l'honneur de la grand-mère qui lui avait laissé l'héritage qui avait rendu son indépendance possible. En regardant ses enfants jouer dans le jardin parisien, Clara réfléchit à la nuit au Club Impérial, 3 ans auparavant. Elle avait planifié chaque détail de cette humiliation publique, mais maintenant, elle réalisait que la véritable victoire n'avait pas été de détruire Arturo et Laura ce soir-là. La véritable victoire était ceci: une vie construite selon ses propres termes, avec un homme qui l'aimait pleinement, des enfants qui remplissaient son cœur et une carrière qui réalisait son âme. Au final, Clara Ruiz avait découvert que la meilleure vengeance n'est pas la destruction de ses ennemis, mais la construction d'une vie si spectaculaire que tout ce qu'ils ont fait pour tenter de la diminuer devient sans importance. J'espère que cette histoire vous a plu. Cliquez sur « J'aime » si la fin vous a ému.
Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur ce que vous feriez à la place de Clara. À la prochaine histoire.